Bon, je savais pas si je devais acheter des titres là, de Apple, de Google ou d'une petite compagnie obscure du fond du Midwest. Fait que j'ai demandé à ChatGPT de me conseiller. En tant qu'à y être, Fabien Major, à quoi bon parler à un humain quand il y a toutes ses réponses au C'est bout vrai. du clavier? C'est si facile, c'est si facile maintenant avec l'intelligence artificielle. Ouais. Il y a la journaliste de Toronto, Mira Raymond, qui a eu une très, très bonne idée. Elle a testé ChatGPT en finances personnelles, puis est allée voir des experts pour donner une note sur 10 aux réponses de ChatGPT. Par exemple, comment faire pour économiser sur un voyage? Là, ChatGPT a trouvé toutes sortes de stratégies, des points sur ses cartes de crédit, y aller hors saison, d'abord commencer par le budget, mais a oublié certaines options d'hébergement qui peuvent être risquées et aussi l'assurance voyage. ChatGPT n'avait pas suggéré aux gens de se couvrir en termes d'assurance voyage, mais n'empêche que ça, c'est la meilleure note pour des conseils de finances personnelles, c'est le voyage et c'est 8,5 sur 10 que ChatGPT a obtenu. Et la pire note, c'est venu avec une question toute simple. Est-ce qu'on doit investir dans un CELI ou dans un REER? Et là, on a trouvé que la simplification était excessive et les experts interrogés par la journaliste ont mentionné que le choix dépend du taux d'imposition actuel et futur et non pas seulement du revenu annuel. La réponse de ChatGPT, c'est en bas de 50 000 par année, privilégiez le CELI, en haut de 80 000, cotisez à votre REER. Mais la vie est plus complexe que ça. Et puis, c'est pas, en tout cas, tu sais que toi comme moi, on est capable d'élaborer là-dessus, mais c'est comme un bon, on dirait un heuristique, là. C'est une bonne règle du pouce quand même. Là. Puis après, comme tu dis, c'est toujours plus compliqué, mais je trouve pas ça complètement abruti pour quelqu'un qui découvrirait ces mécanismes-là. C'est quand même, ça pointe dans la bonne direction, mais effectivement, comme tu le dis, de voir un conseiller ou un planificateur financier va permettre d'aller beaucoup plus loin. Fred Bastien, t'as l'air d'un gars qui veut commenter. Je viens de poser une question à ChatGPT. Pour vrai, là, je viens de demander, juste ça, sans contexte, devrais-je écouter les conseils de Fabien Major? Sa réponse, tu pourrais certainement trouver de la valeur dans les conseils de Fabien Major, surtout si tu t'intéresses à la planification financière et à la gestion de patrimoine. Alors, Fabien, tu es GPT approved. Je suis content, je suis renversé, ma foi, ça fait ma fin de semaine. Mais je vais parler d'immobilier parce que c'est un pan important des finances personnelles. Ouais. Et quand on a posé des questions à ChatGPT sur l'immobilier, il a oublié de chiffrer les coûts d'entretien, comme les réparations, remplacement d'électroménager, quand on fait sa planification pour l'achat d'une demeure. Et il n'a pas précisé non plus que 5 ans de détention, c'est souvent trop court pour amortir les frais d'une transaction. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut rappeler d'ailleurs aux gens, c'est que si vous déménagez, vous voulez acheter une propriété, il faut y aller sur le long terme. Et ChatGPT oublie presque toujours de mentionner les avantages ou les inconvénients fiscaux parce que l'impôt, c'est une réalité et on dirait que l'intelligence artificielle, c'est pas rendu encore à l'impôt. Quand même assez particulier comme façon de voir le monde, mais évidemment, encore une fois, tout ça est imparfait, mais naissant. Très prometteur. Fabien, ça fait qu'on va voir comment ça évolue. On refera le même test dans ma chronique, dans ta chronique à mon émission à l'été 2028 et on pourra décider si ça a bien évolué. Rapidement, là, il y a eu une grosse transaction cette semaine entre Gildan et Haynes et j'ai vu dans les commentaires là, qui suivaient cette transaction que Gildan, devait financer la transaction. Puis une des choses qu'ils disaient, c'est qu'ils allaient interrompre ou du moins ralentir leur programme de rachat d'actions. Donc, c'est essentiellement l'entreprise rachète ses propres actions au marché. Si tu peux nous expliquer peut-être sommairement comment ça fonctionne, est-ce que c'est intéressant pour un investisseur ou est-ce que c'est la compagnie qui se fait de l'argent sur notre dos? C'est quoi la gimmick là, autour de ça? Il n'y a pas toujours des gimmicks, mais c'est arrivé dans le passé. Mais un buyback, le rachat de ses propres actions, j'en parle parce qu'en ce moment, depuis 3 mois, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent dans le monde, surtout en Amérique du Nord. 140 milliards de dollars ont été dépensés par des entreprises, principalement dans les secteurs industriels et financiers. Et donc, ces sociétés-là rachètent leurs propres actions et ça réduit le nombre d'actions en circulation. Ça peut créer une augmentation du bénéfice par action. C'est purement mathématique, là. Mais bref, c'est souvent des entreprises qui ont une trésorerie excédentaire, puis la direction croit que son action est sous-évaluée et c'est souvent un signe de confiance dans sa propre valeur. Il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui ont procédé à des buybacks dans le passé avec grand succès et je crois que le record mondial, c'est Apple qui a lancé un programme record de 110
milliards en mai l'année passée et ils avaient déjà fait ça en 2018. Et dans la dernière décennie, Apple a dépensé 645 milliards pour racheter de ses propres actions. Ça fait plus de richesse pour les actionnaires quand, évidemment, il y a de la trésorerie, il y a de l'argent. Mais c'est ça que je comprends pas, parce qu'ultimement, juste pour faire ça bien simple pour les gens qui sont peut-être pas des grands experts en comptabilité, si tu as 100 milliards de dollars dans ton compte chèque puis que tu rachètes pour 100 milliards de dollars d'actions, tes actionnaires, ils sont pas ni plus riches ni moins riches. Là. Je veux dire, tu as juste changé ça d'un actif liquide à... Tu comprends ce que je veux dire? Je ne vois pas c'est quoi l'impact que ça a. On a éliminé des actions en circulation. Puis des fois, s'il y a des multiples puis l'action est rendue, je sais pas, peut-être à 100 dollars, on pourrait réduire le nombre, puis la valeur de l'action augmente. C'est arrivé à quelques reprises, mais c'est souvent, on peut l'interpréter comme un signe de bonne santé financière ou de manque d'imagination en recherche et développement, en réinvestissement, en expansion, en croissance. Ça. Mais il y a eu des désastres. Bed Bath & Beyond, eux autres, ils ont voulu, je pense, berner le marché en disant, on va racheter de nos actions, mais ils l'ont fait à crédit. Ils se sont endettés pour ça. Ça a juste creusé leur tombe et ça les a envoyés en faillite. Mais non, c'est jamais un très bon signe. Quand l'entreprise est très endettée, d'avoir des buybacks, je pense que c'est un signal très, très négatif. C'est ça. Donc, ce que tu nous dis, c'est qu'il faut regarder surtout la situation de liquidité, en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'elle le fait avec de l'argent qu'elle a ou est-ce qu'elle le fait, comme tu dis, à crédit? Puis c'est un bon indicateur, éventuellement, de la situation de l'entreprise. Un petit peu aussi de ce qui s'en vient, parce que les sociétés, en ce moment, les financières américaines qui rachètent de leurs propres actions, elles estiment que les choses vont s'améliorer. C'est leur point de vue. Puis des fois, on regarde ça, on se dit, c'est pas tous des cons là-dedans. Il y a des gens qui ont bien étudié la situation. Ils connaissent peut-être des informations qu'on ne sait pas, nous. C'est très intéressant. Fabien Major, merci de nous rendre un peu plus intelligents chaque jour. On se retrouve sans faute lundi pour une À bientôt. Bon week-end. Financière.